d'abord, merci aux éditions L'Harmattan, premièrement de m'avoir publié et deuxièmement de me donner la possibilité de faire cette petite vidéo. En fait, j'avais déjà publié chez L'Harmattan et ce bouquin que vous voyez derrière moi, la démocratie ne peut pas être représentative et quelle démocratie délibérative, c'est la suite logique du bouquin que j'avais édité en 2017 et qui était une critique de la démocratie dite représentative. Voilà, alors pour faire court, j'ai organisé ce livre en 3 parties. Dans une première partie qui est une partie surtout historique, je parle des formations politiques qui n'étaient pas du tout représentatives, parce qu'il y en a beaucoup qui ont existé dans l'histoire, depuis la démocratie athénienne au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'aux expériences actuelles du Chiapas et du Rojava, en passant par la République romaine, par certains aspects, parce que ça n'était pas une démocratie naturellement, les révoltes paysannes du XIIIe, XIVe siècle, surtout la Grande Révolution française et son épisode, je dirais, 92-94. Bon, on pourrait en citer beaucoup, la Commune de Paris, les soviets dans les premières formations en Russie en 1905-1917, la Révolution italienne, allemande, etc. Jusqu'au Rojava et au Chiapas. Pour se limiter naturellement à quelques exemples, il y en a beaucoup. Bon, ça c'est une première partie historique. Ensuite, je parle effectivement des partis politiques, puisque qui dit démocratie, a priori dit parti politique. Mais, comme on le sait, ces formations sont très très critiquées. Et je me pose la question de savoir si la forme parti est destinée à disparaître ou à être réformée, si on peut la réformer. Voilà, je pose le problème et j'irai pas un petit peu mieux dans la deuxième partie naturellement. Dans la seconde partie, qui comporte aussi 3 chapitres, j'aborde naturellement un certain nombre de structures tout à fait à l'ordre du jour, puisqu'il s'agit de l'hôpital public. On connaît la situation dans laquelle il est, malheureusement, et depuis malheureusement des décennies. Je suis un ancien directeur d'hôpital, donc je connais suffisamment le problème. Et puis les SCOP, ce qu'on appelle les SCOP, les sociétés coopératives et participatives, qui à mon avis sont les challengers de ce qu'il est convenu d'appeler l'entreprise capitaliste, la société de capitaux, puisque vous savez que dans la réglementation actuelle, l'entreprise proprement dite est ignorée complètement. Et naturellement, ces salariés également, qui sont, je dirais, les âmes mortes, l'équivalent des âmes mortes dans le roman de Gogol. Le salarié n'existe pas, naturellement. Tout est organisé pour la valeur actionnariale et naturellement pour dégager le profit maximum. Dans la 3e et dernière partie, qui comprend aussi 3 chapitres, j'étudie plus particulièrement, je mets en place, j'essaye de présenter des pistes de réflexion et des modèles d'institutions, d'outils juridiques et politiques et d'organisation des espaces sociaux qui se veulent des modes de démocratie directe, délibérative et non plus naturellement représentative. Voilà, alors je passe en revue un certain nombre d'institutions. Je propose d'ailleurs une nouvelle architecture institutionnelle et je donne la priorité, m'inspirant naturellement de ce qu'on a déjà dit dans la première partie, de toute la phase historique et des expériences naturellement sur un certain nombre de périodes historiques. Je passe un petit peu de temps sur les assemblées primaires. Alors, les assemblées primaires qui sont essentiellement d'origine française, on le sait pas assez, et notamment entre le 10 août 92 et le 9 Thermidor 93. Chacun aura reconnu pourquoi, naturellement, je limite cette étude à l'intervalle entre ces 2 dates. Et puis, bien sûr, j'essaye de détailler un petit peu plus des institutions comme le mandat impératif, comme le référendum d'initiative populaire, comme le référendum révocatoire, comme un certain nombre d'autres institutions, si vous voulez, qui sont totalement ignorées par le régime représentatif, mais qui sont destinées, à mon avis, à avoir un grand avenir dans la démocratie délibérative directe. La soi-disant ou la prétendue théorie de la neutralité axiologique défendue par un certain nombre de sociologues
mais ouvertement critiquée par un certain nombre d'autres, et j'ai choisi naturellement cette deuxième voie, puisque je considère que la sociologie, je ne suis pas le seul, fort heureusement, est une science sociale qui est appelée non pas à justifier l'existant, mais à le critiquer pour le transformer. Et ça, c'est exactement, contrairement à ce qu'on dit, l'hypothèse de départ de Max Weber, y compris Max Weber, qu'on a beaucoup critiqué. Je suis moi-même pas forcément d'accord avec toute son œuvre, mais force est de constater que sur ce point, c'est lui qui a tout à fait raison. Voilà, je termine enfin cet ouvrage avec ce que j'appelle une nouvelle figure du citoyen, puisque si on parle de démocratie délibérative, encore faut-il que nous donnions les moyens aux citoyens d'assumer son rôle, et avec l'éducation, la fameuse paideia grecque, hein, on n'a rien inventé si vous voulez, hein, et puis naturellement également le fait que l'information soit libre, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans ce pays, puisque comme vous le savez, 9 milliardaires possèdent la quasi-totalité des médias. Rares sont les médias libres, et d'ailleurs vous en faites partie, et je vous en remercie, puisque vous publiez des gens qui ne sont pas forcément dans le courant mainstream. Voilà, et donc je procède à un certain nombre de critiques, dont celle de Pierre-Henri Tavoileau, qui, dans un ouvrage qui a fait la une pendant longtemps, Comment gouverner un peuple roi, ben, nous avons quand même l'impression, nous revenons, si vous voulez, à la conception qu'avait le frère de Cicéron quand il a écrit son petit bouquin pour comment gagner une campagne électorale, faire une campagne électorale dans la Rome aristocratique de l'époque. Ce qui est quand même un recul tout à fait évident par rapport à toutes les expériences historiques que ce pays a connues. La conclusion se poursuit par une postface et un épilogue, dans lesquels je précise qu'il y a quand même urgence à ce que nous mettions en place ces outils de démocratie délibérative directe, parce que je considère que, avec l'actuelle constitution du 4 octobre 58, sous l'empire de laquelle nous vivons aujourd'hui, et aussi la constitutionnalisation des traités européens dans le cadre de l'Union européenne, vous savez que nous avons une sorte de constitutionnalisation d'une sorte de gouvernance par traité. C'est-à-dire que autant on dépolitise l'État national, autant on technocratise l'échelon européen. Bon, moi je considère qu'il n'y a pas de souveraineté européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple allemand, italien, français, anglais, tout ce qu'on voudra, mais il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas non plus de souveraineté européenne. Tout cela, ce ne sont que des signifiants vides qui, naturellement, sont tout à fait trompeurs. Voilà. Donc la conclusion de la conclusion, ben, c'est que le choix est désormais très clair. Le choix est désormais très clair entre, d'une part, si on ne fait rien, l'illibéralisme autoritaire bonapartiste, hein, vers lequel malheureusement, immanquablement, on s'oriente, ou bien la démocratie directe délibérative au plan économique, social et politique. C'est-à-dire que si nous ne faisons rien, nous nous orientons vers des lendemains qui déchantent, car la représentation est morte, la société des capitaux est sur le déclin, voire même a fait son temps, les partis politiques, il faut les transformer en associations de citoyens, j'essaye de décrire ça dans le livre bien entendu, et je dirais que la démocratie délibérative frappe au carreau de l'histoire et il nous appartient naturellement de l'organiser.